Début du chapitre 2, 1896 à 1945, les nationalismes et l'autonomie du Canada. On est dans la partie A, jusqu'à 1919, le Canada à l'aube du 20e siècle. Donc, dans ce début de chapitre, on va se demander quels effets les politiques des gouvernements ont-elles sur la société au Québec et au Canada de 1896 à 1919. Première chose, 1896, il y a une campagne électorale fédérale. Les conservateurs et les libéraux se livrent une chaude lutte. Les conservateurs mettent de l'avant une politique qui favorise la centralisation des pouvoirs telle qu'elle a été prônée par John Macdonald qui est décédé. Et les libéraux prônent plutôt le respect de l'autonomie des provinces. Wilfrid Laurier, ici, chef du Parti libéral du Canada, incarne le changement et est porté par une vague de popularité, surtout au Québec, parce qu'il est québécois. Et il va remporter l'élection. C'est le premier ministre canadien qui vient du Québec. Premier dossier, donc ce sont les écoles du Manitoba, donc qui vont mener à un compromis qu'on appelle le compromis Laurier-Greenway. Pourquoi? Parce que Laurier, c'est le premier ministre canadien et Greenway, c'est le nom du premier ministre du Manitoba. Alors, quel est le problème? En 1890, le gouvernement du Manitoba va abolir le financement des écoles catholiques et protestantes, ainsi que le statut du français comme langue officielle, parce que la population est maintenant en majorité anglophone. Ce que ça fait, c'est que l'anglais va maintenant être la seule langue enseignée dans les écoles publiques, qui sont les anciennes écoles protestantes, et les écoles catholiques ne sont plus subventionnées, doivent donc demander des frais aux parents. L'entente, c'est que le gouvernement peut continuer à subventionner les écoles publiques, les anciennes écoles protestantes. Toutefois, il y a un enseignement bilingue et catholique qui pourrait être offert dans certaines écoles et qui vont suivre certaines conditions. Et ça, Wilfrid Laurier va demander l'avis du pape Léon XIII, pardon, qui considère que l'entente est inadéquate parce que c'est inégal, mais demande aux catholiques de la respecter. Donc, voici les premières politiques du gouvernement libéral. Donc, le gouvernement de Laurier est plus autonomiste, accepte d'augmenter du tiers les subventions que son gouvernement verse aux provinces, notamment pour payer les travaux publics. C'est surtout le gouvernement du Canada qui peut percevoir des taxes. Même si les libéraux sont plutôt favorables au libre-échange, le gouvernement maintient la politique nationale mise en place en 1878 par Johnny Macdonald, qui est plus protectionniste. Alors, voici ce que on fait avec les tarifs douaniers. On les garde, mais ils sont réduits pour les produits britanniques. Sur les chemins de fer, donc dans l'Ouest canadien, on va investir pour la construction de deux nouvelles voies ferrées transcontinentales. Ça va vraiment permettre là, le transport des céréales des provinces de l'Ouest vers l'Est. Ça va permettre l'essor de l'Ouest canadien. Ça va entraîner la création de l'Alberta et de la Saskatchewan en 1905. Ensuite, dans l'Est canadien, on crée une ligne de chemin de fer. Je vais vous la montrer dans quelques instants. C'est la ligne de chemin de fer nationale transcontinentale. On la voit ici en vert. Donc, de Winnipeg jusqu'à Moncton, elle passe dans les régions un petit peu plus nordiques. Et ce que ça permet, si on revient ici, c'est ça favorise l'exploitation des ressources naturelles et ça contribue aussi à la colonisation de l'Abitibi en 1910. La politique nationale a trois aspects, donc les tarifs douaniers, les chemins de fer, l'immigration. L'immigration, j'en reparle dans quelques instants. Donc, voici donc les chemins de fer, la ligne ici verte là, qui permet le transport de matières premières et surtout la colonisation de l'Abitibi. Alors, immigration. En raison de sa prospérité, le Canada exerce un attrait indéniable sur les individus qui souhaitent fuir les persécutions religieuses ou les conditions d'extrême pauvreté qu'ils subissent dans leur pays. De 1900 à 1914, il y a 3 millions une petite erreur ici, d'immigrants qui viennent d'Asie et d'Europe qui arrivent au Canada, mais surtout d'Europe, hein? Donc Royaume-Uni, autres pays européens. On essaie d'encourager l'immigration de gens qui viennent de certains pays, donc surtout de pays d'Europe ou encore des États-Unis. Puis on tente de décourager l'immigration chinoise par une politique discriminatoire. On impose une taxe. Au début, la taxe, elle est de 50 puis elle va être augmentée en 1903 à 500 donc, c'est vraiment discriminatoire. On privilégie l'immigration européenne. Surtout, même qui n'est pas britannique, là, mais on privilégie l'immigration européenne. On s'installe où? Donc, surtout, donc la moitié dans l'Ouest canadien, alors que la moitié s'installe dans les villes du centre du Canada, à proximité des manufactures du Québec et de l'Ontario, qui est le cœur industriel du pays. Au Québec, la vague d'immigration la plus importante a lieu au début des années 1910, alors qu'arrivent près de 47 000 immigrants chaque année. Leur arrivée, par contre, ça ne compense pas l'immigration, donc le départ vers les États-Unis de quelques 100 000 Canadiens français entre 1900 et 1910. En dépit de ces mouvements migratoires d'envergure, le taux de natalité demeure élevé chez les Canadiens français qui composent 80% de la population québécoise. Au Québec, on s'installe surtout à Québec, Hull et Sherbrooke, mais surtout à Montréal, où on commence à voir les premiers quartiers, donc où on a une grande communauté juive et aussi une communauté italienne, donc ces deux communautés sont croissantes.
Passons maintenant à la deuxième phase industrielle. Alors, au début du 20e siècle, la production manufacturière, qui était liée à la première phase d'industrialisation, demeure prépondérante. Par contre, l'économie du Québec connaît des changements. Les activités industrielles liées à l'exploitation, à la transformation des ressources naturelles sont en pleine expansion. On le voit ici. Donc, ici, c'est 1900. Donc, vous avez industrie légère. On voit qu'en 1900, c'est ce qui prône, mais plus tard, ça va diminuer au profit de ce qui est en vert. Donc, en vert ici, en fait, non, ce que je veux vous montrer, c'est que l'industrie légère, ça va diminuer, alors que l'industrie liée aux ressources naturelles, ça va augmenter. Donc, c'est vraiment lié à la deuxième phase. Et on le voit ici, on a les mêmes secteurs qu'au début, mais on commence à avoir les pâtes et papiers, l'aluminium, les produits miniers. La première phase était de 1850 à 1900. Là, on passe jusqu'à 1929. On va avoir les États-Unis, puis on va aller plutôt dans les régions ressources là, pour être capable d'exploiter pâte et papier, aluminium, produits miniers. Je vais vous faire une petite comparaison dans quelques instants. Alors, on crée lors de la deuxième phase industrielle des compagnies privées d'électricité parce que, comme on l'a vu ici, la principale source d'énergie, c'est l'hydroélectricité. Donc, on a des compagnies privées, la Shawinigan Water and Power et la Montreal Light Heat and Power, qui, elles, vont gérer les premiers barrages hydroélectriques, surtout en Outaouais, Mauricie, Saguenay, où il y a des cours d'eau à fort débit. Puis près de ces grandes centrales-là, ces puissantes centrales hydroélectriques, on va être capable de faire fonctionner de la machinerie lourde. Et c'est pour ça qu'à proximité, on va construire des usines tout près, notamment des usines de pâte et papier. Et pourquoi on construit ça? C'est parce qu'il y a une très grande demande en papier journal, parce qu'on a de nombreux journaux à grand tirage au Canada, aux États-Unis. Au Québec, la valeur de la production de pâte et papier est de 5 millions en 1900 et passe à 130 millions, même que le Québec devient premier producteur mondial, je vais changer ça ici, de papier journal et exporte plus de 85% de sa production aux États-Unis. Et pourquoi aux États-Unis? C'est parce qu'on a des besoins, mais les Américains vont aussi investir dans les énormes complexes industriels, là, les barrages, les centrales, les usines, ça coûte des sous. Alors justement, si on résume nos deux phases industrielles, ici c'était la première phase, donc avec la machine à vapeur, principaux secteurs, donc alimentation, cuir, tabac. Capitaux provenaient surtout du Royaume-Uni et c'était dans les centres urbains. Deuxième phase, après, hydroélectricité, on ajoute pâte et papier, on ajoute les capitaux américains et on ajoute les régions ressources. Donc voilà pour nos deux phases industrielles.